Bonsoir et bienvenue à cette info. Les esprits les plus complotistes parleraient de coïncidences curieuses. Qu'à cela ne tienne, les faits, eux, sont parfois intraitables. Depuis la levée des sanctions de la CEDEAO, les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. Elles ont même pris une connotation religieuse. Une église et une mosquée ont été prises pour cible par les terroristes. On dénombre plusieurs morts, plus d'une trentaine en tout. Dans 3 villages de la province du Yatenga, au moins 170 personnes ont été exécutées par des hommes armés non identifiés selon des informations recueillies par les autorités judiciaires. Le gouvernement multiplie les appels à la vigilance. L'armée augmente son niveau d'alerte. Et c'est dans ce contexte que le Conseil des ministres de ce mercredi a dissous l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts pour insubordination et autres actes d'indiscipline. Sur le plan politico-économique, la Cour des comptes épingle plusieurs partis politiques pour mauvaise gestion des subventions allouées par l'État. Le Faso autrement de Ablasse Ouedraogo et le MCR de Tahirou Barry notamment sont sommés de rembourser des dizaines de millions de francs CFA et sont de facto exclus du financement public pour les élections à venir. Pendant ce temps, à l'ALT, on crée 2 commissions d'enquête parlementaires sur le foncier rural et sur le passif de la promotion immobilière. Voilà encore des enquêtes dans le secteur du foncier. Unité spéciale des eaux et forêts, les leçons d'une dissolution, sécurité. Les attaques se multiplient, le gouvernement appelle à la vigilance. Financement public des partis politiques sommés de rembourser. Foncier, encore des enquêtes. Voici les 3 sujets de ce 7 info avec moi sur ce plateau pour en parler. Khalifa Rasseré, expert en stratégie locale et territoriale, vous avez été pendant 7 ans secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. Atiana Serge Oulon, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Événement. Vous êtes aussi écrivain. Votre dernier livre, Le secret de 2 putsch, est paru aux éditions Mercury. Bonsoir et merci d'être venu. Gervais Marie Raoul Nadambega, vous êtes consultant en développement organisationnel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Et puis, depuis les États-Unis d'Amérique, dans le Nebraska, Dacier de Bendouté, sociologue, anthropologue. Bonsoir, Dacier. Oui, bonsoir, monsieur Dapa, bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à tout le Burkina Faso. Je vous le disais il y a un instant, c'est l'information de cette semaine, la dissolution de l'intervention spéciale des eaux et forêts, l'unité d'intervention spéciale des eaux et forêts qui a été dissoute par le Conseil des ministres pour insubordination et autres actes d'indiscipline. On écoute à ce sujet le ministre en charge de l'environnement et on revient pour débattre. Au cours du Conseil des ministres, une communication orale a été faite sur un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts qui s'est produite le mercredi 21 février 2024 au sein de la Direction générale des eaux et forêts. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Selon le règlement de discipline générale du Code des eaux et forêts, ce n'est pas des faits admissibles et une lettre d'explication a été demandée à chaque élément. Il faut rappeler que ceux qui sont rentrés en mouvement sont au nombre de 165. Donc ils ont produit des lettres d'explication et au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Il faut rappeler que l'unité a été mise en place en 2023 suite à l'adoption de l'organigramme du département en mars 2023. L'unité a été formée à Pau et a été opérationnelle à partir du 2e semestre 2023. Elle a mené des opérations de sécurisation qui ont été très bien appréciées, mais vous conviendrez avec nous que la conquête du territoire ne rime pas avec l'indiscipline. Au total, ils sont 250, mais les 165 seront sanctionnés conformément au règlement de discipline générale.
Atiana Sejoulon, vous qui travaillez beaucoup dans le secteur, sur le secteur de l'armée, des forces de défense et de sécurité, comment analysez-vous cette dissolution assez rapide? L'unité a été créée en mars 2023, en mars 2024, elle est dissoute. C'est quand même rapide. Hein? Oui, assez rapide. Et je crois que c'est ça qui suscite quand même l'interrogation. On se dit, est-ce que le gouvernement n'est pas allé vite en besoin? Parce que tout à l'heure, quand vous suivez les explications du ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, lui-même, il a dit que des lettres d'explication ont été envoyées aux éléments. Je ne sais pas s'il y a eu le retour de cette lettre d'explication et cette décision a été prise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand vous regardez la date, parce que l'unité a été déployée le 16 février, 48 heures après 18, on leur demande de changer de site. Le Conseil des ministres, c'était cette semaine. Quand vous regardez le délai, on se pose des questions. Est-ce qu'on a suffisamment eu le temps de mener les enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant d'aboutir en fait, à cette décision? Parce qu'il y a des éléments factuels qui peuvent amener à se poser un certain nombre de questions. Mais je crois que pour ce qui a été dit, si on s'en tient à cette version au stade actuel, pour quelques éléments dont on estime, parce qu'il a rappelé, c'est 250 et vous avez 165, quand vous avez des éléments à l'intérieur qui posent problème et que pour sanctionner ces éléments, c'est l'institution ou la structure qui disparaît, il faut avouer que quand même on se pose. Il y a des questions à se poser parce que ce sont des moyens perdus, ce sont des compétences qu'on perd également. Et finalement, vraiment dans cette situation, on se pose un certain nombre de questions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut aller plus loin parce que je sais qu'au niveau des eaux et forêts, ce n'est pas la première fois. En avril 2021, il y a eu l'unité mixte anti-braconnage qui avait été mise en place. C'était dans le cadre d'un projet entre le ministère de l'Environnement et une association qui œuvre dans le cadre de l'environnement, les Anges gardiens de la nature. Et il y a eu l'attaque sur l'axe Fada-Pama, rappelez-vous, et il y a eu 3 Européens qui avaient été tués, 2 Espagnols et un Irlandais. Et il semble qu'à l'époque déjà, il y a eu ce problème parce qu'à la dernière minute, parce que c'est une unité mixte, des militaires, des égo-cartes, ou plus couramment connus comme pisteurs, c'est ce qu'on disait. Et il y avait des forestiers qui avaient suivi une formation au rang gibier de Nazenga et on devrait mettre les éléments sur le terrain au niveau du parc W. Et à la dernière minute, il semble que des éléments des eaux et forêts n'ont pas suivi l'équipe parce qu'il y avait des questions de sous, des questions de matériel, ainsi de suite. Bien avant 2021, il y a eu une autre tentative au niveau des eaux et forêts en 2019 où il y a eu une attaque au niveau du grand gibier de Nazenga. Il y a eu une perte d'hommes. Et à l'époque, on essayait déjà de créer en fait des compétences, des hommes et des femmes aptes à pouvoir défendre l'environnement parce qu'on s'était rendu compte que les aires protégées étaient des nids des terroristes. Donc ça fait 3 situations comme ça où finalement on se retrouve. On se réfère à votre logique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au sein des eaux et forêts, il y a peut-être un problème de discipline? Peut-être. Parce que là, vous venez de citer 3 exemples différents et qui ramènent tous à des problèmes de discipline ou d'indiscipline. On peut se poser cette question légitimement. C'est pour cela, au-delà de cette situation où, je crois a priori, le gouvernement, il y a eu quand même une certaine célérité, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est derrière, en voulant de suite une unité qui a été créée sur papier en mars 2023, on forme les gens en septembre 2023 et nous sommes en mars 2024. On décide de dissoudre la structure. Parce qu'après, c'est des moyens... Selon le ministre, ils ont eu à mener des missions assez importantes et assez efficaces. Je crois qu'à ce jour, c'était véritablement, en tout cas pour les informations que nous avons, c'était véritablement le premier baptême de feu en termes de résultats sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit, je crois que sur cette question, il y a quand même des questions. Et même quand vous prenez la version officielle, comme je l'ai dit, une unité spéciale déployée le 16, le 18, on dit de changer. Quand vous prenez les zones géographiques du centre-ouest et je crois que c'est dans la boucle du Moun, et après on dit de repartir au centre-ouest, quand vous regardez, on se dit à quelque part, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Qui a décidé de reporter cette mission alors que forcément, ça a fait l'objet de préparation. Vous, pour tenir cette émission, vous avez préparé, il faut choisir les sujets, il faut choisir les... Est-ce qu'on peut en 48 heures décider de changer comme ça? Et les éléments peut-être cherchent à comprendre, mais après, dans tous les cas, je crois qu'on n'a que la version officielle. Vous le disiez, vous avez remarqué on se pose des questions. Nous avons aussi changé de cadre ce soir. Voilà, donc c'est vrai que ça a été préparé. Il faut préparer. On a changé de cadre ce soir. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que nous sommes en plein travaux dans nos studios pour vous offrir le meilleur
eh bien, nous avons complètement changé de cadre en attendant que nos studios soient prêts. C'est pourquoi nous sommes dehors, vous l'avez remarqué, et nous nous excusons pour tous les désagréments que cela pourrait vous causer. Eh bien, on va continuer, et avant de continuer, je voudrais faire cette précision. En parlant de la dissolution de cette unité d'intervention des eaux et forêts, nous ne faisons pas ici ce soir le procès de l'institution des eaux et forêts. Je le rappelle à chaque fois parce que c'est important. Parce qu'au moment où on parle, il y a sans doute et sûrement beaucoup et de nombreux agents des eaux et forêts qui sont dans les forêts au Burkina ou dans les frontières pour nous protéger et qui mettent leur vie en danger pour nous protéger. Nous ne les jugeons pas, nous ne faisons pas leur procès, bien au contraire, nous leur sommes assez reconnaissants pour le travail qu'ils font pour sécuriser le Burkina Faso. Il y a des éléments qui ont été mis en difficulté et c'est l'actualité, c'est normal qu'on en parle. Voilà pourquoi je voudrais faire cette précision et j'espère que cela est entendu partout. Nadambega, le ministre l'a dit, ces éléments ont mené des missions avec beaucoup d'efficacité. Mais qu'est-ce que c'est que l'efficacité s'il n'y a pas de discipline, surtout quand on est dans l'armée? Merci beaucoup de préciser la dernière chose que vous avez sortie, à savoir qu'ici, on ne débat pas effectivement de l'institution, mais du problème qui s'est posé. Ceci dit, c'est très déplorable d'en arriver à une situation où un corps, comme celui effectivement des eaux et forêts, on lui fasse confiance. On dit effectivement qu'on crée une force, une unité spéciale et on s'aperçoit, après une longue formation, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas servi plus de 10 mois. Et il faut aller à la suppression. Mais il faut saluer cette initiative effectivement de dissolution. Pourquoi je dis qu'il faut saluer cette initiative de dissolution? Nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'aller faire des galettes pour vendre. Il ne s'agit pas d'aller faire un chantier, construire effectivement une maison, et puis bon, on s'aperçoit effectivement que la charpente est mal faite. Et il faut distinguer effectivement les contradictions secondaires et les contradictions fondamentales. Et dans le cas du fonctionnement d'une unité spéciale, la discipline, c'est le nœud, c'est la question nodale du fonctionnement. On ne peut pas dire effectivement qu'une structure comme cette unité spéciale se comporte très bien quand elle a connu, quand le corps lui-même d'abord a connu près de 4 soulèvements, liés souvent à des questions pécuniaires, et vient à séquestrer son premier responsable. Je pense qu'il y a un esprit de putschisme en l'air au Burkina Faso, et il faut le dire, au point même où des organisations de la société civile, des partis politiques qui se disent combattre effectivement les putschs, se mettent à appeler les putschs et à travailler dans le sens effectivement de l'intervention de putsch pour combattre le putsch. C'est anachronique. Et ici, je me dis, pourquoi je dis effectivement que c'est une bonne chose? En fait, je connais le corps. Je suis moi-même, j'ai eu un aspect de ma formation qui est effectivement que je suis ingénieur de techniques des eaux et forêts. Donc, je n'ai pas pratiqué, mais pour avoir fait ma formation et des stages dans le cadre effectivement du ministère, je vois qu'il y a beaucoup de défis. Le premier défi que vous y connaissez, c'est que vous avez des environnementalistes et puis vous avez effectivement des gens qui sont formés pour protéger la faune et la flore et voir effectivement à la protection de l'ensemble du pays. À partir de ce moment, il y a comme déjà un conflit de leadership institutionnel. Et ça ne peut pas ne pas impacter le leadership individuel dans la conduite effectivement. Dans un passé pas très lointain, pourvu que vous nommiez effectivement le directeur général des eaux et forêts qui vient de là, les autres tentent effectivement de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, pour qu'on dise effectivement c'est les autres. Cet esprit-là, on peut effectivement essayer de le gérer dans le temps, dans le cadre effectivement d'un fonctionnement normal, mais pas effectivement dans un contexte de guerre. Et la proposition que j'ai à faire, quand je dis, vous avez 165 personnes sur 250, près de 65%. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas dire effectivement que vous colmatez. Le troubleshooting, le mot français, ça va être quoi? Gérer les dégâts, tout ça. Ça, c'est pas ça qui marche. Que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau institutionnel, lorsque ça touche à des questions de fonctionnement de fond, il faut recommencer, il faut déconstruire. Mon ami n'aime pas ça, mais je dis il faut déconstruire pour construire. Et ici, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'expertise. Et les 160, après l'analyse des lettres qui sont écrites, ceux que l'on peut récupérer peuvent être reversés dans des unités militaires ou policières pour éclairer effectivement l'intervention et intégrer effectivement, il y a des fonctionnaires que l'on met à disposition. On peut effectivement mettre ces experts à disposition parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire sans eux. Ils sont effectivement pas du pays et qu'il y a des gens qui ont de la bonne volonté. Khalifa Séré, la dissolution n'est-elle pas une solution trop radicale quand on sait que
D'ailleurs, ce ne sont pas tous les éléments de cette unité d'intervention qui sont pointés du doigt. Il y a 165 éléments sur 200 et quelques, mais on dissout une unité qui a montré ses compétences d'après le ministère en charge de l'environnement. Est-ce que la dissolution n'est pas ici trop radicale? Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer par la case punition et puis garder le corps en l'état? Je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier la situation. Je ne voudrais même pas apprécier ça sous cet angle. Je trouve simplement que la communication gouvernementale est catastrophique. Elle est totalement catastrophique. Parce que quand on crée des unités spécialisées, là en l'occurrence, c'est une unité spécialisée de sauvegarde de nos massifs forestiers, de bassins ligneux, etc., etc. Donc qui est appelée à prendre de la force, à avoir une plus grande maîtrise du terrain dans l'approche, pas seulement cinétique, mais une cinétique spécialisée. Donc ce sont des entités irremplaçables, c'est-à-dire qu'on ne change pas pour... Non, on fait des choix. Et ça, c'est dans les doctrines militaires de tout le temps, même avant Alexandre le Grand, qui est un spécialiste des unités d'élite. Qu'est-ce qu'on fait? On rabiboche, on fait comme on peut pour garder, pour capitaliser au maximum les expertises. Je vous dis ceci, si vous créez une entité d'élite au niveau de la police, comme les Goumi, l'UIGN, vous créez une entité au niveau des eaux et forêts, même si vous créez une entité au niveau des marchés et yards du Burkina Faso, composée des bouchers qui ont les lames les plus tranchantes, il faut que vous acceptiez en faire de vraies unités d'élite, c'est-à-dire des entités que vous rehaussez au niveau de vos meilleurs standards. Les meilleurs standards, c'est les meilleures unités militaires opérationnelles actuelles. C'est à ce niveau que vous les placez. Il ne faut pas essayer de faire autre chose. Je voudrais rappeler ici les grands corps de commando, les Seagulls, les commandos 101, même vous prenez les Delta Force, sont des forces qui ont commencé avec d'abord des repris de justice, des coupeurs de route, etc. Mais on les a hissés, on leur a donné l'armement nécessaire. On ne leur donne pas des trucs de rabais. Il faut les équiper, les traiter de la meilleure manière possible. Même si on ne les paye pas, les standards d'opération et de doctrine d'emploi, ça doit être au top. Et ça, il faut accepter. Ces standards ont fait défaut au niveau des l'unité spéciale. Je n'en sais rien, c'est pour ça que je m'interdis. Mais quand un conseil des ministres va regarder un dossier comme ça, sur une semaine ou deux, parce que tel que c'est dit, c'est une histoire qui ne dépasse pas 2 semaines. Ça me semble un peu bizarre, surtout qu'on a l'impression que quand on sort, quand un employeur sort, il dit qu'il y a de l'indiscipline. Mais pour des corps militaires, en temps de guerre, je rappelle d'abord, en temps de guerre, quelquefois, les éléments les plus indisciplinés sont sélectionnés pour être les meilleurs des combattants. Tous les militaires, à un niveau très élevé, savent ça et ils ont les techniques, ont de la science pour créer ça. Oui, mais donc, dans ici, ce cas, pardonnez-moi de vous interrompre, dans ce cas, ces éléments indisciplinés dont vous parlez, l'armée trouve le moyen de les maîtriser et de leur enseigner la discipline militaire. Quand des militaires séquestrent leur premier responsable en pleine crise militaire, quel exemple cela donne aux autres corps d'armée? Non, ça semble même impensable. Mais je dis, encore une fois, il faut... Puisqu'on n'a qu'un seul narratif. Il n'y a qu'un seul narratif. Et moi, je dis, quand un gouvernement sort, étudie un dossier en conseil des ministres et vient le présenter d'une manière assez maladroite, malhabile comme ça, c'est un peu comme l'histoire des conseillers des affaires étrangères à une certaine époque où on nous a dit non, ils sont sortis en Guinée pour marcher, etc. C'est trop caricatural. Là, le dossier n'est pas bien présenté. Moi, je veux juste appeler l'attention des Burkinabés sur la nécessité, à cette étape précise de la guerre, là, cette étape précise, il faut que les gens prennent conscience de ça. Nous avons besoin des meilleurs du Burkina pour faire la guerre. Et il y a des gens qui ont une capacité innée à faire la guerre, davantage que d'autres. On peut faire, ces gens-là
on les met dans des entités de plus en plus spécialisées. Parce que nous avons besoin de véritables machines de guerre. Aujourd'hui, si vous prenez, moi je sais que quand nous étions au lycée, bien qu'étant dans un établissement civil, on faisait tout pour que nous sachions qu'il y avait de grands combattants. Le commandant Bonkungu, le lieutenant Sankara, le commandant Momoni Ouedraogo. C'était des valeurs. Des héros de guerre pour l'instant. Il faut des héros. Il faut les promouvoir. Nous, ça fait presque 8 ans. Nous sommes en guerre. On ne nous dit toujours pas, voilà un tel, c'est vraiment. Non. Et c'est pas possible. À l'instant des généraux comme le général Patton aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Que nous-mêmes ne voulons pas avoir des héros de guerre. Parce que je ne crois pas qu'on n'ait pas eu des héros. Même s'ils sont tombés par la suite, je crois qu'on en a eu. Il faut les valoriser. Les unités aussi, c'est la même chose. Ces unités-là, quand vous les créez, après un temps, vous devez avoir une gestion bimodale, technico-militaire, technico-hautement militaire. Le côté même doit avoir en son sein des spécialistes pour ces unités qui sont montées au plus haut niveau de l'efficacité militaire. Et maintenant, au niveau technico-administratif, on doit avoir une passerelle. On ne peut plus les gérer comme des agents des eaux et forêts ordinaires. Non, ce sont des militaires commandos des eaux et forêts. Ça, c'était que les textes, le dispositif juridique même n'est même pas encore à ce stade. Et moi, j'appelle les uns et les autres à vraiment voir ça. Sinon, quand on dissout, c'est peut-être qu'on se fait plaisir. Ça peut relever de l'émotion. La faute est assez grave quand même. De l'énervement. Non, moi, c'est de l'énervement et tout. Parce que quand vous dites que des gens sont venus avec des armes lourdes pour prendre leur chef de machin, je suis étonné. Ils ne s'arrêtent pas quelque part pour même mener une opération avant de venir. Ce monsieur-là, est-ce qu'il reprend un ennemi? S'il est leur ennemi, ce n'est qu'un ennemi d'un groupement. Il représente quoi? Le directeur général des eaux et forêts. Aujourd'hui, tous des militaires bien formés, auxquels on a appris à discerner l'ennemi à travers même les feuillages. C'est un peu bizarre. Mais le Burkina, c'est le Burkina des paradoxes aujourd'hui. Quand on va en sortir, on va gagner la guerre. Dacier Bendouté, on va revenir après Nadabega, on va aux États-Unis d'abord. Dacier Bendouté, comment vous analysez toute cette affaire et autour de cette dissolution de l'unité d'intervention des eaux de forêt? Oui, merci. Moi, je pense que ça m'a beaucoup surpris, la dissolution. Franchement, je ne sais pas comment l'État a analysé cela. Mais quelque part, ça ne m'a pas surpris aussi parce que ici, je porte ma casquette de journaliste pour dire qu'en son temps, j'étais celui-là qui avait posé la problématique de ces unités spéciales qu'on créait depuis Blaise Compaoré pour dire qu'il faut les équiper, il faut les écouter. Et en son temps, j'ai défendu que l'État construise un hôpital militaire et j'ai défendu que dans les camps de ces unités spéciales, il faut des stations d'essence parce que ce n'est pas joli de voir la BAC stationnée pour prendre du carburant avec son chargement, ses hommes, ou encore la gendarmerie. Parce qu'après, on a eu la GIGN. Et l'autre problème qu'on vit aujourd'hui, en son temps, j'avais dit il faut que les commandements écoutent les éléments et transmettent fidèlement leurs besoins pour que quand même ça soit discuté. Mais on savait en son temps que les gens avaient peur même de poser des revendications pour qu'on ne dise pas que voilà, ils sont des syndicalistes. Ça, c'était depuis sous Blaise Compaoré. Maintenant, aujourd'hui, nous voici dans le même système. L'administration, j'ai toujours interpellé ici, il faut de la fermeté. Il faut changer les choses, mais voilà, nous voici avec des problèmes. Moi, je pense que quand des problèmes se posent comme ça, il faut prendre des solutions politiques que d'aller rapidement. Parce que moi, j'aimerais voir comme solution que le président du Faso lui-même rencontre ces éléments-là. Parce que moi, je ne les condamne pas a priori. Je ne les condamne pas du tout a priori. S'ils ont pu venir s'en prendre au directeur général des eaux et forêts, comment le commandement se passe? Parce que si vous créez des unités spéciales, il doit y avoir un commandant de ces unités spéciales qui est lié directement à l'état-major des unités spéciales. S'il n'y a pas d'état-major des unités spéciales, il faut la créer. Parce qu'on a vu avec l'affaire de Goumi, c'est des questions que des gens posent.
Les eaux et forêts, ils ont posé un problème. Et on ne mène pas une opération avec des unités spéciales sans qu'eux-mêmes, ils prennent la parole. Parce que les unités spéciales, c'est le dernier recours, c'est la crème des crèmes. Ce n'est pas du hasard. Maintenant, si on a créé l'unité spéciale des eaux et forêts, il doit y avoir un commandant de l'unité spéciale des eaux et forêts. S'ils ont un problème, ils doivent transmettre ça à l'état-major des unités spéciales, qui est composé des eaux et forêts, de la police, par exemple JSP s'il y en a, parce que l'armée régulière et la gendarmerie, on sait qu'eux, ils ont leur organisation. Mais les paramilitaires, où on a créé des unités spéciales, il faut réorganiser, et de sorte que leurs problèmes ne passent pas par l'administration régulière. Aujourd'hui, il y a une valeur qu'il faut reconnaître en notre armée. C'est vrai que c'est difficile, mais on peut être fier quand même que ce sont des éléments qui défendent leurs positions qui sont en train de combattre. Donc, quand un problème comme ça arrive, surtout que le chef de l'État, c'est lui qui a créé cette unité, tous les eaux et forêts étaient fiers de lui. Ils ont reconnu que vraiment, il a fait un grand coup. Moi, je pense que quand le problème s'est posé, le président du FASO devait calmement, sans la hiérarchie des eaux et forêts, les rencontrer pour dire, mes gars, venez, on va se parler face à face. Qu'est-ce qu'il y a? Et il les écoute. Maintenant, en fonction des problèmes qu'ils ont posés, ils vont repartir. Sinon, dans ce contexte, mettre les moyens, former des gens, et même le fait que publiquement, on commence à parler des problèmes d'unité spéciale, moi, je pense que le gouvernement n'a pas bien communiqué. Parce que les questions de force spéciale, ça reste les secrets les plus absolus de l'armée. On ne doit même pas savoir où ils sont positionnés. On ne doit même pas savoir comment ils se déplacent. Quand ils se déplacent, c'est précis et c'est clair. Mais s'il faut qu'on vienne nous dire que non, on les a dit d'aller ici, ils ne sont pas... Comment se fait le commandement? Le directeur général des eaux et forêts a quoi avoir avec le commandement de l'unité spéciale? Puisqu'il est là, il commande tous les eaux et forêts. Vous créez une unité spéciale, il doit avoir un commandant. S'ils ont des problèmes, ils doivent être soumis à l'état-major ou à l'état-major général des armées. C'est des forces spéciales. Même chose que les gouvernements. Donc moi, je pense que j'analyse ça ici sur le plan politique. J'ai toujours insisté qu'il ne faut pas que le président se salisse les mains. Et j'ai toujours plaidé ici pour qu'il reprenne les militaires radiés en son temps. Il ne l'a pas fait. C'est politiquement incorrect. Aujourd'hui, il est en train d'avoir un troisième dossier. Il y avait eu le problème de CNSF. On a licencié des gens. Ça s'est passé depuis 2018. Tu es en train de gérer une crise sociale, il ne faut pas créer d'autres crises sociales. Il faut savoir gérer certaines choses à l'amiable. Deuxièmement, il y a eu l'affaire de Goumi 9. Des décisions ont été prises. Voilà encore un troisième. Donc moi, je pense que si ça continue comme ça, il ne revient pas se comporter comme la Misana, c'est-à-dire le père de famille, pour écouter les gens eux-mêmes directement. Il risque d'augmenter encore le nombre de militaires qu'on a radiés sous Blaise Compaoré, sous son commandement. Alors que ce n'est pas ça son objectif, ce n'est pas pour ça le peuple l'a admis. Donc moi, je pense que c'est un sujet vraiment qu'il faut que le chef de l'État lui-même, et je l'ai dit en toute honnêteté, rencontre ces éléments pour que directement on lui dise ce qui s'est passé. Il sera même édifié. Parce que dans les commandements, les gens ne transmettent pas les doléances ou ont peur de transmettre. Dacier, finalement, cette dissolution, pour vous, elle est trop radicale, trop sévère, ou c'est ce qu'il fallait faire? Je n'encourage pas la discipline ni l'insubordination, mais moi, je pense que, vu ce que le président a fait, c'est quelque chose qui est salué. Voilà, qui a été salué, le fait qu'il a créé cette unité. Maintenant, si cet incident est arrivé, moi, je pense qu'il fallait d'abord écouter, aller jusqu'au bout, savoir où a été le problème. Voilà, il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Si ces éléments sont allés en colère à tel niveau, il faut essayer de les écouter pour comprendre où est le problème et on résout le problème. Parce que nous sommes dans un contexte où il ne faut pas vraiment encourager l'indiscipline, comme aussi il ne faut pas aller de façon hâtive, prendre certaines décisions qui risquent de décourager tout le monde. Et actuellement, tout le monde regarde le chef de l'État. Moi, je pense que cette affaire, il doit les rencontrer, les écouter, pour ne pas que vraiment cette dissolution décourage les gens, parce que c'est une bonne chose, cette unité. Maintenant, il faut aussi qu'au sein de l'armée, il faut voir comment il faut revoir le commandement pour ne pas avoir à discuter des problèmes d'unité spéciale publiquement. Et aussi, je lance un appel à toutes ces unités-là pour qu'ils soient vraiment dans la soumission, dans le respect de
règlement. Et surtout, il ne faut pas aussi oublier qu'il faut vraiment de la sévérité et surtout de la fermeté. Merci. Nous devons en tout cas s'écouter pour pouvoir régler les problèmes. Merci Dacier. Nandabega sur la question. C'est la même question, trop sévère, trop radicale ou c'est ce qu'il fallait faire? Moi, je pense effectivement que la décision est appropriée. C'est ce qu'il fallait. Les sensibleries, les plus de faiblesses dans la gestion des grands problèmes posent toujours des problèmes. Maintenant, je ne peux pas penser également que cette décision a été prise sans une mesure de mitigation. Et c'est clair effectivement qu'il y a des mesures de mitigation qui sont prises. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça se passe comme ça se passe effectivement au Canada, dans les armées comme au Canada. C'est de l'expertise qu'on a besoin. Au sein de l'armée et des unités de l'armée, on a effectivement des spécialistes de déminage qui vont dans les écoles, qui sont recrutés dans les grandes écoles électroniques et qui maîtrisent cela. On a besoin effectivement de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de forestiers. Ils sont là, il y a des unités qui sont là. Qu'on les affecte de façon intégrée. Parce qu'on sait effectivement que c'est difficile, au regard effectivement de toutes les crises qui sont intervenues, que c'est difficile d'avoir un corps sous un leadership institutionnel non performant qui soit performant. La même question. Non, moi je suis de ceux qui pensent que c'est radical. On ne sait pas. Je pense qu'au regard déjà de la chronologie des faits donnés officiellement, je crois qu'il y a matière quand même à se poser un certain nombre de questions. Et je sais que dans l'histoire du pays, ce n'est pas la première fois, un peu plus récemment, parce qu'en discutant, je me rappelle, il y a eu ce même problème au ministère de la Justice avec, je crois, la brigade spéciale d'intervention de l'administration pénitentiaire. Et c'est vrai qu'à son temps, le ministre de la Justice lui-même avait déposé une plainte contre un certain nombre de personnes. Et par la suite, effectivement, il y a eu le corps qui a été... Voilà, par la suite, il y a eu la dissolution du corps, puis on a recréé un autre. Mais dans tous les cas, ici, au regard de la chronologie des faits, moi, je me pose un certain nombre de questions. Et même le récit officiel, on attend de voir certainement, je crois qu'au niveau des forestiers, certainement qu'on aura peut-être un son de cloche et on pourra apprécier. Parce que, est-ce que c'est un problème d'individu? Est-ce que c'est le problème qui est posé? Est-ce que c'est lié aux individus ou bien c'est lié à l'existence même du corps pour qu'on arrive à cette situation? Moi, j'estime être extrême parce que, en tout cas, à l'instant T, le Burkina, ou du moins les eaux et forêts du Burkina ne disposent pas d'une autre unité spéciale. Qu'est-ce qu'on fait en entendant? Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas une urgence en créant cette unité spéciale? Est-ce que pour quelques individus, on pense qu'en réglant le problème, on décide de mettre table rase? Je crois que c'est quand même des questionnements et je suis de ceux qui pensent que c'est radical et on aurait pu trouver autre solution. Athénas Joulon dit que c'est trop radical. Nous sommes dans l'armée où les règles de discipline sont assez sérieuses. C'est ça même qui fait le fondement de l'armée quand des militaires prennent en otage leur chef, leur patron, avec des armes, des militaires d'élite qui prennent en otage leur patron. Est-ce que la dissolution est trop radicale ou est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? On termine là-dessus et on change de sujet. Si on devait dissoudre toutes les unités qui ont eu à commettre des actes de ce genre, nous n'aurions même plus d'une armée actuellement. Depuis 2008, les cas de séquestration, de mutinerie, on a eu tout ici. On a trouvé quand même qu'il fallait sauvegarder quelque chose. Si on n'aurait eu aucune entité, aucun militaire ne serait en activité actuellement. Notre armée, là, on allait dissoudre. Voilà. Mais moi, le problème n'est pas sur l'étalonnage de la sanction. J'ai dit la communication même est inappropriée. Ça, ce n'est pas un dossier de Conseil des ministres. Il faut apprendre à faire les choses autrement. C'est vrai, les entités paramilitaires sont assez difficiles, indigestes pour les militaires. On comprend. Il y a une longue tradition de séparation. Nous sommes en guerre actuellement. Pour rendre commercible ce genre d'unité, les rendre commercibles par le commandement militaire, il faut inculquer à ces militaires une enzyme spéciale, l'enzyme de guerre. C'est ça qui va faire malaxer et faire passer ces nouveaux types d'aliments-là. On en a besoin. Voilà. On termine sur ce sujet, même si voilà Nandabega en train de sourire un peu. Non, je vais dire simplement voilà, c'est parce que nous n'avons pas respecté et pris les mesures qu'il fallait en ce moment, que ça a perdu depuis 2008. Il faut des mesures pédagogiques, parce qu'il y a de bons éléments dedans. L'avenir, avec l'écoute, nous permettra de savoir ce qu'il en est. Mais en attendant, il faut arrêter le mal net. Il ne faut pas faire du neuf avec du vieux. D'accord.
On va évoluer, et on parle toujours de sécurité. Vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, depuis ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées un peu partout au Burkina Faso. Ces attaques ont même pris des connotations religieuses. Il y a des attaques des terroristes, et puis il y a aussi des attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés dans le Yatenga. On a eu au moins 170 personnes exécutées dans 3 villages à Tiana-Séjoulon. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est vrai qu'on est habitué à ces montées de fièvre subites sur le plan sécuritaire où à un moment donné on voit que les attaques se multiplient. Qu'est-ce qui explique cette montée de fièvre-là, celle qu'on est en train de vivre actuellement? On cherche toujours notre voie. C'est-à-dire qu'on cherche toujours peut-être le bon bout. Et je pense que peut-être les dernières informations qu'on a eues aussi révèlent à quelque part... je pense, un certain nombre de questionnements, nos échecs, parce que je crois que depuis un certain temps, on a opté de ne pas communiquer et les choses sont venues avec des opérations assez criminelles, très criminelles, avec ce que nous avons vu. Et finalement, face à l'absence de l'État, au choix de l'État de ne pas rendre compte, vous avez des communautés qui prennent le relais et finalement, ça fait le lit en fait de notre problème. Tout a commencé dimanche, c'est-à-dire que l'idée, c'était pour faire le raisonnement justement. Parce que l'idée, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on a opté de ne pas communiquer, de ne pas faire, de ne pas dire quelque chose par rapport à ce qui c'est un choix. C'est pour cela que je dis, ça révèle notre fragilité, nos divisions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche, finalement, on a attaqué une église catholique, les catholiques ont communiqué. Le lendemain, 24 heures, les musulmans ont communiqué parce qu'on a attaqué des gens dans... Au finish, pour un État, c'est quoi? C'est révélateur de nos divisions. Tant que ça se passe, ce n'est pas X ou Y, il n'y a pas de souci. Mais quand on touche une communauté, voilà, la communauté sera obligée de suppléer en fait, l'État. Donc ça, c'est révélateur en fait, de nos divisions. Et je crois que ce sont des questionnements à se poser. L'autre élément aussi, avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, vous avez fait référence aux événements du Yatenga, où quand on lit le communiqué du procureur, il parle des informations qu'ils ont reçues et de ceux qui sont allés sur le terrain. Parce qu'au finish, on ne sait pas exactement combien ils ont pu décompter sur le terrain, parce que ce sont les informations reçues. Selon le communiqué du procureur, il n'y a pas d'informations définitives. Il a dit que les 70 personnes exécutées, 170 personnes, pardon, ce sont des informations qu'il a lui-même reçues. Ce n'est pas encore définitif. Allez-y, poursuivez. Oui, c'est ça, puisqu'il y a eu un transport sur les lieux. Dans le même communiqué, cela a été dit. Mais aucun chiffre n'est avancé. Mais dans tous les cas, globalement, je crois que ça amène à se poser un certain nombre de questions. Comment on en arrive encore dans cette situation, près de 10 ans, à ce qu'il y ait de telles tueries, que des Burkinabés soient tués et finalement, on n'arrive pas à se l'expliquer avec tous les moyens qu'on a mis, avec toutes les décisions qui ont été prises, avec tous ces efforts qui sont consentis, avec ces hommes et ces femmes qui sont mobilisés pour qu'on arrive à ce genre de situation. Je crois qu'il y a un questionnement de fond peut-être qu'il faudrait se poser par rapport à tout ce qui se passe, ça et là, par rapport à ce qui se passe. Il y a eu deux différents types d'attaques. Il y a eu les attaques qui ont été perpétrées dans les zones, disons sur le plan religieux, dans les mosquées, une mosquée et une église, il ne faut pas dire les, parce que c'est une mosquée et une église. Et puis il y a des attaques qui ont été perpétrées dans les villages. Si on prend l'aspect religieux, est-ce qu'il n'y a pas là un piège dans lequel peut-être les terroristes veulent mener le Burkina Faso, c'est-à-dire le piège de la guerre religieuse? Non, parce que dans l'action terroriste, vous avez, il y a l'idée aussi de marquer les esprits, de faire parler. Vous avez vu, on a parlé de l'attaque contre l'église. Tout de suite, ça a intéressé un peu partout à travers le monde. Le Vatican va s'intéresser, les gens vont s'intéresser. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas une première au Burkina. On a déjà tué des gens dans des églises, dans des mosquées, ce n'est pas une première. Il faut s'interroger justement. C'est pour cela que je dis qu'il y a des questions quand même à se poser, à se dire à quelque part, face au discours qui dit, bon, voilà, il y a l'élimination, surtout on met l'accent sur l'élimination des terroristes. On se demande d'où viennent toutes ces personnes finalement pour commettre de telles tueries. Et on se dit à quelque part, il y a quelque chose qu'il faudrait revoir. Parce qu'on a évoqué le cas des attaques contre les édifices religieux, ou du moins des Burkinabés dans des édifices religieux. Vous avez des tueries dans les villages. Et aujourd'hui, par exemple, pour la situation d'ensemble, on ne sait pas exactement où nous en sommes.
où nous en sommes dans le sens où, par rapport à ces attaques-là, comment on explique ces tueries ou bien le fait qu'on reconquiert des localités, puisque c'est ce qui est dit, et finalement on se retrouve avec de tels drames. Parce qu'après, mine de rien, si on s'en tient rien qu'aux chiffres du procureur de Ouéguia, on ajoute ceux de l'église catholique par rapport à Essakan, de l'autre côté à Natiabouani, on est à peu près à 200. C'est vrai qu'on ne va pas être dans un décompte macabre, mais au moins ça se passe à l'est, au nord et au Sahel. C'est pourquoi la question de fond que je pose, c'est qu'est-ce qui explique cette montée des fièvres, Nana Bega, et puis on revient. Je l'ai dit avant. En réalité, cette montée de fièvre, ce n'est pas forcément une montée parce qu'il y a la réalité qu'on n'évoque pas toujours. Parce que les incidents sécuritaires, le fait qu'il y ait des drames, ce n'est pas forcément des choses qui sont... C'est bien une curieuse façon de présenter les choses. Quand on dit effectivement que lorsque ça se passe dans le milieu, les religieux interviennent et puis les populations interviennent, à quel niveau donc ça peut se passer secrètement? Comment des gens peuvent perdre la vie et puis on n'est pas informé? Non, je pense qu'on doit faire nos analyses par géométrie variable. Ici, moi je me dis il y a deux situations. La première situation, c'est le contexte global avec l'AES qui quitte effectivement là, ce DAO, avec la force en attente que l'on est en train de constituer. Et nous savons très bien, il ne faut pas être naïf, c'est un gros piège qui est là. Ce que vous êtes en train de dire, je vais vous laisser continuer, est-ce que vous êtes en train de faire un lien entre la décision de la CEDEAO de lever ces sanctions et l'apparition subite de ces attaques? Est-ce qu'il y a une coïncidence curieuse ou peut-être même suspecte et suspicieuse? Pour moi, elle est très suspecte, elle est beaucoup suspicieuse, parce qu'on ne peut pas imaginer que les différentes attaques qui sont intervenues de façon simultanée se passent. Je ne sais pas si vous avez suivi effectivement les équipements qui ont été utilisés. Les équipements qui ont été utilisés, l'expertise de feu qui est intervenue, ce n'est pas effectivement quelque chose que l'on a observé depuis. Ça veut dire qu'en ce moment, il faut que nous fassions extrêmement attention et c'est une interpellation effectivement au système en place. Quand on prend une décision de cette envergure qui peut toucher aux intérêts internationaux, on doit s'attendre effectivement à ce que ça arrive, donc on doit également s'apprêter. Il n'y a pas très loin de cela. Vous saviez que lorsqu'on évoquait effectivement certains dossiers, vous saviez effectivement que les jours qui venaient, qui suivaient, on allait avoir effectivement des recrudescences. Maintenant, une chose est que c'est lié. Une autre chose est que nous ne devons pas effectivement nous laisser surprendre. Ça ne doit pas excuser que ça se passe. Je ne vais pas faire de ping-pong avec lui justement parce que au moins s'il a terminé par là, parce que je suis bien étonné. Je suis fini. Finissez. Mais ça c'est quelle impatience par rapport effectivement. Oui. C'est votre voisin d'à côté. Oui, non, c'est clair. En fait, ce qui se passe, et comme je le disais effectivement tantôt, il ne faut pas confondre que l'on soit pour soutenir effectivement la transition. Et moi j'assure que effectivement je soutiens la transition qui est nationale. Ou que l'on soit effectivement contre la transition, il faut éviter d'être critique dans un seul sens. Si l'on soutient effectivement que la transition sorte, c'est pour que nous sortions de cette transition de façon apaisée et que la suite nous évite d'avoir effectivement des coups d'État. C'est cela. Et qu'à partir de ce moment, il faut faire assortir effectivement de ces critiques de propositions. Et c'est pourquoi je dis ici, évitons de tomber dans des situations où nous pensons effectivement que toute intervention faite pour dire effectivement que ce qui est en train de se passer a un lien avec la géopolitique internationale, c'est de la complotite. Non, ce n'est pas de la complotite. Mais ça n'excuse pas non plus ce qui est en train d'arriver. D'accord. Athéna Séjoulon. Bon, il a fait un schéma, là, je ne m'inscris pas du tout dans les histoires de soutien, ne soutien pas, je ne suis pas dedans. Il faut qu'on se comprenne. Ce que tout simplement je veux dire, son raisonnement sur la question géopolitique, on comprend très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi chaque fois se débiner, se déresponsabiliser. Et c'est pour cela que je dis il a terminé par là où je voulais justement répondre. À partir du moment où on prend des décisions, c'est comme tout à l'heure la question de la dissolution de l'unité. Quand on prend des décisions, si on a mûri les choses, on doit être en mesure de pouvoir anticiper pour dire on fait face à cette situation. On ne doit pas se faire surprendre. Voilà mon raisonnement tout simplement. Donc tout le reste,
Je crois que ce sont des déductions des interprétations qui n'engagent que Nadembega. Les histoires de soutien, de pas soutien. Ce sont des analyses et il a le droit de faire ses analyses. Tout à fait, voilà. Il est libre de soutenir. Mais pourquoi vous êtes allergique? Pourquoi vous êtes allergique? Quand vous allez dans vos envolées, je vous écoute. Mais je vous apporte effectivement quelque chose que vous devez soutenir. Vous devez accepter. Khalifa Lasseri, est-ce que comme Nadembega, vous diriez que c'est lié cette sortie de l'AES, la levée des sanctions de la CEDEAO et puis cette montée subie des FIES sur le plan sécuritaire avec la multiplication des attaques qui sont des attaques très meurtrières. Est-ce que vous êtes comme Nadembega ou est-ce que pour vous, raisonner comme Nadembega, c'est entrer dans le complotisme? Ce que j'avais dit, ce n'est pas rigoureux. Il faut tomber dans le... Il faut pas aller dans un raccourci non axiologique. Il faut que ça soit bien paramétré. En réalité, nous avons une recrudescence presque continue et depuis longtemps. Et avec des pics souvent presque cycliques. Pendant la SNC, l'année dernière, il y a 2 ans, ou l'année dernière, non, il y a eu des tas pratiquement des choses qui ressembleraient même à des pogroms. Et on continue à en avoir. Ça dit que nous sommes restés dans une situation de non-maîtrise de notre situation. Lisez la note de service du chef d'État, le général Semporé. Je pense que l'armée a décidé... C'est une note de service qui n'a pas encore été confirmée par les autorités militaires. Il y a eu une fuite. La presse en parle, mais je suppose que c'est l'armée qui a organisé la fuite, j'espère. Peut-être. Et ça n'a pas encore été confirmé par l'armée. Voilà. Je dis ceci. Allez-y, allez-y, poursuivez. En fait, nous sommes dans la situation où il ne sert à rien de se recroqueviller dans le déni. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour la transition. Parce que je ne pense pas qu'on est en transition. Je suis pour la guerre. Faisons la guerre. Quand on va la finir, on va se donner les moyens, clairement, de créer une plateforme pour la transition. Si nous... Vous croyez qu'on n'est pas en guerre? On est en guerre, on n'est pas en transition. Nous forçons pour être en transition. Vous croyez que nous ne faisons pas la guerre pour l'instant? On ne la fait pas comme il faut. Je vais le dire sans état d'âme. Je dis ceci. Et je profiterai, si vous le permettez, mais donnez-moi 30 secondes pour faire passer mon message qui me tient à cœur. Allez-y. Moi, quand j'ai lu la note de service du général Semporé, j'ai vu déjà des choses qui m'ont fait plaisir. Il a parlé d'ouvrages. Les ouvrages horizontaux, les ouvrages verticaux. Moi, en tant que profane, j'en parlais déjà depuis 2018. Depuis 2018. Et aujourd'hui, là, plus que jamais, on sait que nous devons avoir des ouvrages de non-franchissement partout. Et essentiellement à notre frontière, le Mali, qui fort heureusement est déjà borné. Il n'y a pas de contentieux là-dessus. Il nous faut faire une grande muraille défensive. C'est l'une des premières missions. Et notre mobilisation générale et notre mise en garde aurait dû servir à nous donner des moyens, notamment budgétaires, pour faire en sorte d'avoir plusieurs des ressources de différentes formes pour mettre le peuple en action sur ces chantiers-là. Des centaines d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, des milliers d'emplois sur ces questions-là. Pour moi, c'est ça le plus important. Enfin, je dis ceci. Quand on regarde la manière dont nous communiquons, le péché est toujours là. Moi, je me suis réjoui publiquement qu'on ait nommé un spécialiste de la communication à la présidence. Mais ça n'a rien changé. Je suis au regret de constater que absolument rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... Il faut dire qu'il y a moins, sinon il n'y a pratiquement plus de gaffe. Il n'y a pratiquement plus de gaffe. Ça, il faut le reconnaître à la nouvelle équipe qui est là. Mais quand même, je constate qu'on a apparemment, de toute évidence, des officines de communication. Une communication de guerre absolument foireuse parce qu'elle est périmilitaire et elle est civilo-toxique. Personne, moi je dis bien, on n'a jamais conduit une guerre avec une communication de guerre qui n'est pas conduite par un maître d'ouvrage unique qui est l'armée. C'est à l'armée de communiquer. Si elle dit on a 0 mort, c'est qu'on a 0 mort. Et tout le monde s'en tient à ça. Si on a des morts, elle peut dire 0 mort, elle va communiquer, mais elle va organiser le schéma d'empathie nationale auprès des familles, auprès des gens éprouvés, etc. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est particulièrement dangereux
Et c'est autodestructeur. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qu'on demande à la transition et à l'armée finalement? Quand la transition garde le silence sur des attaques où il y a eu des morts, on accuse cette transition d'être dans le déni. Maintenant que vous dites que c'est ce qu'il faut faire, finalement, qu'est-ce qu'on leur demande? Les militaires ont la solution. En leur sein, de par leur formation, leur background, ils ont des spécialistes pour la communication de guerre. C'est le fait de s'auto-déchoir de cette mission et de laisser ça à des gens qui souvent même ne connaissent même pas le b.a.-ba de la communication de guerre, qui font cela. Parce que souvent quand vous lisez certaines communications, vous êtes presque, c'est tragicomique. Je vais prendre quelques exemples, juste quelques exemples, et finir par ma proposition. En fin d'année, on a senti manifestement n'importe quel citoyen était dans une sorte de gêne, une grande gêne. C'était diffus comme ça. Le 31, non seulement l'État, toute la semaine d'ailleurs, toute la dernière semaine, l'État burkinabé en guerre n'a rien trouvé de mieux à identifier comme priorité absolue que de s'engager dans une relecture de la Constitution. Prenez la Constitution, la même Constitution là. Comme si cette relecture permettait d'aller récupérer plusieurs dizaines de provinces. Comme si il suffisait de relire la Constitution. On l'a fait avec tellement de sérieux, tellement d'empressement et d'acharnement qu'on avait vraiment l'impression que quelque part on a dit c'est la recette pour gagner du territoire. On ne comprend pas. On a vu des équipes sortir pour encourager nos hommes sur le terrain. C'est classique. Même dans des États non en guerre, aujourd'hui, les nuits de Saint-Sylvestre et de Noël, les chefs d'État, même dans les pays d'homosexuels, ils font ça. Les chefs d'État, ils mangent avec, à la gamelle avec les petits soldats. Nous, ce qu'on nous a présenté, c'est un ministre de la fonction publique, bardé de chargeurs et tout, au milieu de la hiérarchie militaire. Je dis, c'est une très mauvaise communication. Parce qu'en réalité, c'est pas je n'ai rien contre Bassolma pour ses services rendus au syndicalisme national. Mais je dis, c'est pas sa place là-bas. C'est pas sa place dans une communication de guerre. On a besoin de notre hiérarchie. On n'a pas besoin d'un ministre de la fonction publique là-bas. Même si c'est un grand guerrier ou pas, non. Quelles que soient vos connaissances académiques, vous pouvez avoir plus de diplômes que le plus gradé des professeurs d'université. Mais quand il y a une cérémonie des universités, vous les laissez entre eux. C'est un minimum. Pour dire ceci, on a un problème sur notre... à décliner un modèle, un nouveau modèle, c'est-à-dire le modèle de notre propre survie et de la régénérescence. La régénérescence, dans la régénérescence, il y a évidemment la génération. C'est pour ça que je dis, on n'arrive pas à le faire, il faut le faire. Moi, je propose qu'un comité d'initiative composé de plusieurs générations, c'est-à-dire des générations, les partis à la retraite il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, puis les actuels, les généraux, les colonels majors, qui forment entre eux un comité d'organisation des états généraux de l'armée. Et aillent vers les jeunes maintenant. Encore faut-il que toutes ces générations soient sur la même longueur d'onde. Il faut les mettre sur la même longueur d'onde. Il y a une dynamique qu'il faut créer. Même Blaise Compaoré, c'est un excellent militaire, les gens ne se rendent pas compte. D'être le politicien qu'il a été un bon militaire. Même lui, il faut aller prendre ses... Oui, mais j'ai bien peur que le Blaise Compaoré qu'on a vu ici soit encore capable de donner des idées. Voilà. Écoutez, moi je dis ceci. Toute cette génération, on a... Mais pour finir, en ce qui concerne la communication à la décharge de l'équipe de communication à la présidence, il faut dire... On n'a pas vu le chef de l'État manger, par exemple, avec des officiers, voilà, avec des soldats quelque part, en pleine brousse. Il faut dire que l'équipe de communication actuellement à la présidence n'est pas là pour faire une communication de guerre. Il s'occupe de la communication de la présidence, il ne s'occupe pas de la communication de l'armée. Il se trouve que personne ne sait où se trouve la communication de guerre. C'est dans les machins qu'on les voit. Mais on ne va pas mettre... de gens, voilà. Mais on devrait. Je précise pour ne pas encore mettre... L'armée peut mettre de l'ordre dedans. Oui. La présidence peut mettre de l'ordre dedans. Oui, mais la présidence, le service de communication de la présidence n'a rien à voir avec le service de communication de l'armée. C'est deux services de communication absolument distincts. On ne va pas mettre sur la tête du service de communication de la présidence tous les péchés d'Israël.
Sahel. Dont acte. Voilà. Mais quand même... En fait, il y a le problème de fond qui est posé par rapport à cette communication-là. Tantôt, ça a été toujours posé. Tantôt, selon les situations, vous avez le service d'information du gouvernement qui communique, vous avez le ministère de la Communication, vous avez le ministère de la Sécurité ou l'État-major. On l'a vu dernièrement, vous avez vu, c'est le ministre délégué de la Sécurité qui était sur le plateau de la RTV. En fait, c'est cette façon en fait, de présenter, c'est ça qui est pointé tout simplement. Quoi. Voilà. C'est un peu ça. Alors que c'est une communication sur la matière. Si vous avez de la matière en lien avec l'armée, en lien avec la sécurité, comprenez que ce soit effectivement le service de communication de l'armée qui intervienne. D'accord, on va recentrer le débat sur les attaques et Dacier de Bendouté. Quelle analyse vous faites de ces attaques qui se sont démultipliées? Khalifa Séré dit que les mettre en lien avec la situation géopolitique régionale et internationale serait fait du complotisme. Quand Nadam Benga dit le contraire, vous direz quoi? Oui, merci. D'abord, je suis très content de voir que le Koro Khalifa Séré revient sur, en tout cas, ce que je disais au début. J'ai dit que nous devons quitter ces visions artificielles de l'ordre constitutionnel normal. Il faut une transition, faut pas... Si on m'avait écouté au début de cette crise, quand le capitaine est venu, on n'aurait pas Assemblée nationale, on n'aurait pas... on ne peut pas s'asseoir en train de parler de constitution. C'est le fait qu'on veut réfléchir comme les Occidentaux, alors que nous ne sommes pas des Occidentaux. Donc, je suis très content que les gens soient en train de revenir sur ce que je disais il y a des années. Maintenant, pour la question de l'intensification des attaques, non, il ne faut pas se leurrer. C'est la nature même de la guerre qui est comme ça. Au temps de l'esclavage, il y avait les négriers. Il y avait les négriers noirs qui rentraient, qui chassaient les gens pour les amener dans les ports, pour les vendre, pour que les Occidentaux prennent à mener. Pendant les conquêtes coloniales, il y a des peuples qu'on a montés contre des peuples. C'est le même système. L'Occident a combien d'années d'expérience dans la mise en chaos des peuples, surtout les Noirs? Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que la guerre s'intensifie. C'est la nature même de la guerre qui est comme ça. Et aujourd'hui, quand vous voyez les milieux où on attaque là, c'est des milieux, regardez l'histoire de ces zones et regardez aussi l'implication de l'islam ou des religions. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je vous raconte une anecdote. Pendant que moi, je faisais mon mémoire, Feu Zanga Issoufou Ouattara, un grand journaliste bien connu au Burkina, on avait presque le même thème et on travaillait ensemble. Une fois, je suis allé chez lui. Zanga Issoufou Ouattara m'a dit, paix à son âme, que vraiment, ce qui est décevant dans leur zone, les gens fuient les religions traditionnelles pour être musulmans. Parce qu'aujourd'hui, dans ces milieux-là, si tu n'es pas musulman, tu meurs, on ne te touche pas. On dit que tu ne fais pas. En tant que sociologue, quand vous vivez dans un État et vous voyez des problèmes comme ça, et quand tu abordes la question religieuse, les gens disent que tu blasphèmes. Alors que c'est la même Afrique qui a perdu le lourd tribut, le plus grand tribut, dans cette affaire de Jésus et de Mohamed. Mais les Africains aujourd'hui refusent de poser la problématique de la religion sur la table. Regardez tout le long de notre histoire. C'est l'Église et la mosquée qui ont détruit l'être africain. Je le dis haut et fort, c'est historique, c'est anthropologique, c'est sociologique et même c'est journalistique. Voilà les problèmes que ça nous a créés et aujourd'hui l'Occident vient exploiter ça pour nous attaquer. Donc les attaques... Dacier de Bendouté, c'est votre point de vue sur les questions religieuses et dans cette émission, on laisse tous les points de vue être énoncés et être développés. Mais revenons sur la situation des attaques. Et je vous parlais du lien entre l'intensification de ces attaques et le contexte géopolitique régional et international. Là, vous êtes éloigné du sujet. Est-ce qu'on peut revenir dans le sujet, s'il vous plaît? Oui, je ne suis pas éloigné du sujet, M. Dapa. Je vous ai dit que moi, je parle sans complexe et sans complaisance. L'intellectuel qui n'est pas content, il vient. L'Afrique a trop souffert. Réglons nos problèmes. Tout de suite, vous avez posé le problème. Donc, c'est pourquoi je veux éclairer. Maintenant, si vous dites, quand vous dites de revenir sur le sujet, quand je dis que les attaques vont s'intensifier et on parle de relations avec l'international, point. Bien. La France et ses alliés occidentaux ne vont jamais laisser que des Noirs s'organisent pour leur infliger un échec, surtout dans le cadre de la recolonisation. Je vous ai toujours dit que, et j'ai toujours dit aux Africains, aux chefs d'État africains, tant qu'ils ne vont pas comprendre l'histoire de Haïti, ils ne pourront pas comprendre cette guerre et ils ne pourront pas en faire face. Maintenant, l'actualité internationale dont vous parlez, je vais vous donner un exemple concret. Quand la France
Macron dit qu'il va envoyer des troupes en Ukraine pour faire face à la Russie. Vous croyez que c'est quoi? Parce que la France veut attaquer la Russie ou bien veut déclarer la guerre à la Russie, impliquer l'OTAN, l'Union européenne, et quand la Russie maintenant sera dans des problèmes, dans les négociations souterraines, on va dire à la Russie, laisse nos anciennes colonies en paix, ce sont nos territoires, et on va te laisser aussi en paix. Voilà ce qui se prépare à l'international. Ça, c'est sans complaisance. La France a quel moyen pour attaquer militairement la Russie? Mais il faut revoir l'histoire de l'Europe. C'est comme ça qu'on a fait à l'Allemagne. L'Allemagne a perdu ses colonies. Aujourd'hui, la France veut que l'Europe attaque la Russie. Et quand la Russie sera en guerre, on va les bloquer. On va dire qu'il ne faut pas soutenir l'Afrique. Qui est en train de soutenir l'Afrique aujourd'hui dans cette guerre de libération? Et c'est pourquoi je pose le problème religieux. Ça peut fâcher, les gens ne seront pas contents, mais dès qu'ils vont faire des analyses profondes, ils vont dire Da a raison. Notre problème a toujours été, est toujours venu par le côté religieux. Voilà le problème. Dacier de Benouté, quel lien y a-t-il entre le contexte géopolitique international et sous-régional et l'aspect religieux, j'arrive pas à saisir? Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne? Oui, vous ne pouvez pas comprendre, puisque vous ne rentrez pas dans l'histoire. Parce que vous expliquez mal, peut-être, Dacier. Parce que vous expliquez mal. Je n'ai pas mal expliqué. Alors, je vous écoute, allez-y, expliquez. Au début du terrorisme, ils ont dit quoi? Les attaques terroristes, on dit l'islamisme, l'islamisation. Et c'est beaucoup. Dacier de Benouté, pardon, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Je vous dis de faire le lien entre le contexte géopolitique, régional et international et les attaques qui sont intensifiées au Burkina Faso et le secteur religieux. Ok, le secteur religieux, c'est par là-bas que la crise a commencé. Voilà. Et maintenant, la crise s'est propagée dans beaucoup de pays. Ça a commencé au Nigeria. Et maintenant, quand la crise a commencé, sur ce plateau, on a mené ce débat. On a voulu dire que d'abord, c'est une guerre religieuse entre chrétiens et musulmans ou bien entre les traditionalistes et les religions dites révélées. On a dépassé ce débat. Après, on est venu dire que c'est un conflit ethnique. On a dépassé ce débat. Mais le fond du problème, comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est la recolonisation et c'est la réesclavagisation. Qu'est-ce qui a envoyé la colonisation et c'est l'esclavage? C'est la religion. Je parle de l'histoire fondamentale de l'Afrique, M. Dapa. Aujourd'hui, pourquoi je prends cela? Vous vous rappelez, cette semaine, M. Jonas Hien a dit son ras-le-bol face à des ONG miniers qui ont dit dans leur rapport que les VDP sont des milices. C'est passé dans la presse, même dans votre presse, vous en avez traité, je crois. Voilà des raisons qui montrent que cette guerre-là, l'intensification des attaques qu'on voit, il y a un autre discours que l'Occident tient. Et c'est pourquoi, quelque part, je suis d'accord avec le colonel Kalifara Serré quand il parle de la communication du gouvernement. Dans nos télévisions aujourd'hui, quels sont les débats qui sont menés sur l'histoire et la culture africaine? Dans nos télévisions et même le gouvernement, à chaque fois, j'ai parlé de reconceptualiser les choses pour montrer à la population ou aux intellectuels, voilà ce qu'on doit faire. Rien. Qu'est-ce qui est fait? On va prendre des concepts chez les autres pour venir maintenant employer et ça nous divise. Maintenant, à l'international, qui aide les pays de l'AES et les pays africains à faire face au terrorisme? Même au Congo, on a vu le président congolais et RDC aller en train de parler avec la Russie au Tchad. Donc, en Europe aujourd'hui, il y a un redessinement de la géopolitique mondiale. Absolument. Avec pour centre la Russie. Comment faire pour dissocier la Russie de l'Afrique? Voilà. Comment faire pour que les pays africains n'aient pas un soutien militaire pour faire les guerres? Quand on prend notre pays, si le capitaine Ibrahim Traoré ne s'était pas tourné vers la Russie, imaginez quel sera l'état du Burkina aujourd'hui avec ces zones d'intérêt militaire qu'on voulait créer. Donc voici le problème. C'est un problème de fond qu'il faut analyser. Merci, Dacier. Vous voyez que ça a été difficile de faire le lien entre ces problèmes et les religions. C'est un peu compliqué parfois la démonstration. On vous donnera le temps la prochaine fois de mieux préparer votre démonstration et pour qu'on puisse mieux vous comprendre. On va évoluer dans cette émission. On va parler maintenant de financement public des partis politiques.
C'est vrai qu'il y a la guerre, qu'il faut faire la guerre, mais pendant qu'il y a la guerre, le fonctionnement de l'État ne s'arrête pas. L'État continue de fonctionner. La Cour des comptes, dans son rapport 2022, a épinglé plusieurs structures, dont des formations politiques pour mauvaise gestion des subventions allouées par l'État. On écoute ce reportage et on revient pour débattre. Face aux journalistes, le premier président de la Cour des comptes présente l'essentiel des activités que l'institution supérieure de contrôle des finances publiques a menées au compte de l'année 2022. Ce rapport présente en substance l'exécution des lois de finances exercice 2021. La Cour dit avoir noté que les prévisions définitives de recettes du budget général cette année-là s'établissaient à un peu plus de 2100 milliards de francs CFA. Après exécution, les dépenses payées se sont élevées à un peu plus de 2500 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un résultat déficitaire de plus de 380 milliards de francs CFA. En ce qui concerne par exemple le cas du Fonds spécial routier du Burkina, exercice 2016-2019, il est ressorti que l'ensemble des acteurs concernés n'ont pas mobilisé de façon exhaustive les ressources et financé la construction et l'entretien du réseau routier de manière efficace. Ce sont des irrégularités. Elles sont constatées aussi au niveau du PADS, le programme d'appui au développement sanitaire. Il y a des sanctions légales en la matière. Par rapport au Fonds spécial routier du Burkina, des poursuites ont été engagées. Par rapport au PADS, des poursuites ont été engagées. Et spécialement par rapport au PADS, relativement aux fonctionnaires qui ont été mis à la disposition du projet et qui ont continué pendant un certain temps à toujours percevoir leur salaire au niveau du ministère des Finances, le chef de l'État, quand nous lui avons remis les rapports, il a instruit de saisir le ministre des Finances pour que des ordres de recettes puissent être émis contre ces fonctionnaires. La Cour des comptes est allée plus loin, en passant à la loupe les subventions de l'État attribuées aux partis et formations politiques en 2020 et 2021. Les 13 candidats ont reçu globalement près de 280 millions de francs CFA. Des irrégularités ont été constatées dans la gestion des dépenses avant et pendant la campagne électorale. Ces sommes n'ont pas été justifiées convenablement. Le Faso autrement doit rembourser par exemple 21 millions de francs CFA pour les élections présidentielles. Son président Ablassé Ouedraogo et Tahirou Barry du MCR, qui doivent 21 millions également, sont justement exclus. Ils ne recevront pas de financement public pour les prochaines élections. Sauf que le président du MCR a émis un recours auprès de la Cour, jugé recevable. De Ablassé Ouedraogo et de Tahirou Barry, je précise que M. Tahirou Barry a fait un recours contre la décision qui a été prise par la Cour des comptes. Il estime que la décision qui a été prise à son égard n'est pas juste, donc il a fait un recours. Et son dossier est en traitement. Si au bout de l'examen de son recours, il s'avère que la raison pour laquelle il avait été exclu de la subvention ne sont pas fondées, évidemment qu'il sera remis dans le lot des personnalités qui peuvent bénéficier des subventions pour les élections. Quant à M. Ablassé Ouedraogo, nous n'avons pas encore de réaction de sa part. On attend. Le mouvement Sens, le PUR ou encore le RIP sont aussi exclus du financement public, 20 au total. Globalement, les partis et formations politiques n'ayant pas justifié le fonds à eux octroyé doivent rembourser exactement 574 millions de francs CFA destinés au trésor public. Les exclusions au bénéfice des subventions, nous allons également faire des diligences en ce sens pour que les décisions de la Cour soient transmises à l'exécutif à ce niveau-là. Le rapport public 2022 de la Cour des comptes a été remis déjà au chef de l'État. Seules les fautes de gestion relèvent de ses compétences pour sanctionner. Du reste, souligne la Tempoda et ses collaborateurs, il appartient à l'exécutif de mettre en exécution et suivre les recommandations assorties de ce document pour un résultat escompté. Touche aux partis politiques, soulève beaucoup de commentaires. 21 millions de francs CFA remboursés pour 2 partis politiques, ce n'est pas exagéré, mais ça fait désordre quand même. Oui, tout à fait. Cette question de financement, évidemment, il faudra que les acteurs politiques établissent un consensus afin de rendre compte aux Burkinabés de la manière dont l'espace politique est
occuper et gérer. C'est une question presque récurrente. Si vous lisez la loi depuis ses origines, la première, la 012 de 2000, plus la 012 de 2001, et enfin la 08 de 2009, c'est un texte bancal, imprécis, désarticulé. Vous sentez que le législateur n'a fait aucun effort de rigueur pour que ce soit un ensemble cohérent qui puisse régenter la vie politique. Parce que tous les partis politiques qui ont eu le privilège de gérer le pouvoir d'État se désintéressent de la question du financement. Parce qu'il faut retourner aussi, il faut savoir ce que c'est que le financement. Le financement est venu comme une sorte de bonus apporté à notre système de gestion politique. Quand c'est le cas, il faut aussi rendre hommage à un homme qui était un artiste en matière de tourner en rond et d'embobiner tout le monde. C'est Blaise Compaoré. Il faut que les étudiants, les chercheurs repartent vers lui pendant qu'il est encore là pour avoir de la... Mais les gens croient que rester longtemps au pouvoir, c'est simple. Comme le dit Biya, c'est pas seulement le vouloir. Il faut le pouvoir, c'est des séries d'expertises. Et Blaise Compaoré a mis en place des séquences. La séquence de la torpeur, de la sidération, de la violence inouïe, de la bestialité. Après, il a commencé à les libéralités. Parce qu'étant au pouvoir, après quelques années, il avait l'ensemble des ressources à sa disposition. Il a commencé à donner de l'argent aux partis politiques. Il pouvait crier dans la journée, mais la nuit passait à la caisse chez lui pour prendre. C'était assez, déshumanisant, dévalorisant et tout. Et comme c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, il a dit, on va passer à une autre étape. Mais il le fait parce qu'il avait un excellent conseiller aussi. Son conseiller en constitutionnaliste, c'est Edmond Jouve. Il ne faut jamais l'oublier. Qui à chaque étape de l'évolution qualitative des blocs, des ensembles de l'OCDE, de l'Union européenne, même de la France, il disait exactement, il expliquait comment ça se passe. Et Blaise était parmi les premiers en Afrique à coller au nouveau modèle. Donc le modèle 2000, puis 2009 là, le modèle de gestion patrimoniale ouvert, c'est-à-dire, non agressif, une gestion non agressive, où maintenant on va donner quelque chose aux gens pour qu'ils soient moins hargneux et afin d'apaiser. Ça n'empêche que certains, plus futés, pouvaient continuer à aller prendre des petites cagnottes. C'est comme ça. Donc on avait besoin d'un texte parfait. On n'en a pas besoin. Seule la transition de 2015 a tenté quelque chose. À travers le décret 1364. Il faut bien le lire. Il y a une tentative inachevée, ce n'est pas bien fait. Voilà. On aurait pu trouver des solutions dans la loi 04 portant répression de la corruption au Burkina Faso, qui est une très belle loi. C'est l'une des meilleures qu'on ait au Burkina à ce jour. Que personne n'utilise. Personne. Même ceux qui arrivent au pouvoir font semblant de ne pas être au courant. C'est la meilleure loi actuellement au Burkina, notamment à partir des articles 68. Le Burkina est l'un des rares pays, sans donner un bon contenu, dit quand même qu'il y a le financement occulte des partis politiques. D'un point de vue philosophique, quand on décide de financer les partis politiques, ce n'est pas tout le monde qui le fait, même en Europe. Oui. Aux États-Unis. Non, aux États-Unis, tu te débrouilles, tu as tes ressources comme tu peux. Mais en France, c'est seulement à partir de 2017, à côté, qu'on a décidé qu'on va réorganiser l'espace public. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas appelé ça loi de financement. Hein. Ils ont quitté la terminologie loi de financement pour dire loi de la transparence de la vie publique. C'est très important comme sens. Donc, on considère que le fait de faire de la politique, de créer une association politique, c'est l'une des meilleures choses possibles. C'est-à-dire, ça a une valeur ajoutée extraordinaire pour la nation et pour la patrie.
Donc c'est important. Ce sont des priorités. C'est comme un programme élargi de vaccination, etc. Ça a le même contenu. Donc forcément, il faut intervenir. Au Burkina, on a retenu qu'on n'intervient que dans le financement public. Jusqu'à présent, motus sur les autres financements. Et on ne peut rien faire. Voilà, c'est l'une des premières faiblesses. Ensuite, lisez le texte. Les sanctions là, sanctions administratives, incrimination pénale, lisez, vous allez voir, c'est un vrai charabia. Parce qu'on ne veut même pas que quelque chose se passe. Et enfin, je vais dire, la gestion des partis politiques, normalement, les fautes liées aux partis politiques, c'était bon pour donner de la force aux vérificateurs universels des ressources financières, qui est la Cour des comptes. Il faut laisser mettre la Cour des comptes de côté, pour laisser créer un organe, un gendarme spécifique, qui après peut rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire avec force, le président Kodal, vous le voyez bien qu'en fait, on ne sait même pas à partir de quel moment, tellement les délais sont flous, les formulations sont lâches, on ne sait pas à quel moment. Merci Khalifa Siré pour l'historique sur les subventions allouées aux partis politiques. Vous avez entendu que remboursement, ce ne sont pas les termes de la loi. Il faut le parti dans les termes totalement entremêlés de la loi. On va accélérer parce que là on est très en retard. C'est vrai qu'on a des problèmes techniques. Madame Bega, allez-y. On accélère, pardonnez-moi. Je ne peux être plus d'accord avec Séré sur ce qu'il vient de dire. Parce que c'est exactement, il a bien posé effectivement le problème. Mais il faut saluer cette initiative, mais qui reste limitée parce qu'elle soigne les plaies. Elle n'attrape pas le problème, elle n'attaque pas le problème dans son naissance même. Comment, en première instance, des partis qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de siège, ont pu obtenir effectivement un financement? Comment? Déjà, il y a un grand problème à ce niveau. Le deuxième problème, c'est que même ceux qui ont pu justifier, ce n'est pas parce qu'ils ont pu justifier que l'utilisation a été celle qu'elle devait être. On voit bien sûr ceux qui n'ont pas pu justifier, ça c'est vraiment la grosse gaffe. Maintenant, je ne peux pas comprendre aussi que des fonds publics soient attribués à des partis, surtout dans le contexte qu'a bien décrit effectivement Séré, et il n'y a pas de contrôleur financier. Il devrait y avoir un contrôleur financier, comme partout ailleurs, lorsqu'il y a des fonds publics qui approuvent et qui désapprouvent, ou qui désapprouvent effectivement des allocations bien données. Je ne dis pas qu'il va être leur donateur, mais au moins il peut dire si, ce n'est pas possible. Et en dernier ressort, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on donne des fonds publics et oublier l'esprit qui a conduit effectivement à cela. L'esprit qui a conduit à cela, je crois que c'était mettre de la transparence. Et mettre de la transparence, c'était que les financements occultes ne devraient pas prospérer. Mais les financements de l'État viennent s'ajouter effectivement à des financements occultes. Alors là, c'est un grand problème. Et c'est pourquoi, une fois de plus, sans être effectivement pour les coups d'État, je dis, à partir du moment où un État prend acte, à partir du moment où on prend acte effectivement d'un pouvoir et il est de la transition, il faut saluer effectivement cela parce que ça devient une lucarne pour la transformation. Parce que vous ne pouvez pas prendre un pouvoir qui est là et qui veut se perpétuer, de couper effectivement l'échelle sur laquelle effectivement elle est assise. Bon, en complément de ce qui a été dit, je crois que le gros du boulot aussi, je pense, ça se passe au MATDS. Je crois que le gros du boulot se passe ici. On a parlé de partis politiques sans siège, sans adresse. Vous vous rappelez que vous avez reçu l'ancien maire de Djiguera qui a dit qu'il y a des entreprises qu'on cherche dans la ville pour remettre en fait, des courriers. C'est à l'image du pays, je crois que c'est tous les compartiments. Chacun essaye de tirer le marron du feu pour pouvoir s'en sortir. Les gens cherchent à manger et voilà, au gré des circonstances, au gré des situations, les gens ils s'agrippent. Voilà, ce sont les textes. Je crois qu'ici, ce n'est pas une première, vous l'avez bien dit, parce qu'à chaque élection, on produit des rapports par rapport à cette question de financement public. Il y a les sanctions administratives par rapport à l'exclusion, au remboursement, au fait que vous êtes interdit de financement public. Mais il y a aussi ce qui a été dit par rapport au fait qu'il y a des justificatifs qui ne sont pas des justificatifs en réalité. Et quand vous regardez, et je crois que là-dessus, au niveau de la Cour des comptes, la structure est habilitée à transmettre au niveau des juridictions pour suite à donner si on estime qu'il y a une histoire de détournement ou de faux à quelque part. Ça y participe de l'œuvre de salubrité publique. C'est de se dire aussi globalement par rapport à cette question de financement des partis politiques, ce n'est pas, c'est de chaque fois voir des situations et de corriger les insuffisances. Voir là où il y a des manquements et d'essayer de les corriger pour pouvoir avoir le meilleur.
Et c'est pour cela, moi, je pense que le gros du boulot, c'est au niveau du matériel. S'il y a des contrôles par rapport au siège, le fait qu'il y a cette obligation d'avoir un siège, de tenir régulièrement les instances du parti, et je crois que là-dessus, par rapport au financement public, quand vous n'atteignez pas un certain suffrage, vous n'avez pas droit, il faut respecter ces textes. Mais là-dessus, bon, vous avez, c'est des jeux politiques. Ceux qui sont au pouvoir, ça les arrange de pouvoir avoir des accompagnateurs. Avec leur parti satellitaire, ça les arrange pour pouvoir, par exemple, mobiliser les gens et avoir un semblant d'unanimité ou de consensus. On donne l'argent à tout le monde sur la base de participation à des élections. C'est le contribuable qui paie. Finalement. Et on tourne en rond, après on fait un faux procès à la démocratie. Dassé de Bendouté. Oui, merci. Je pense que vous comprenez pourquoi je dis toujours ici, il faut des programmes qui s'étendent sur 50 ans, 100 ans. Et on n'évolue pas en Afrique et on dilapide nos fonds. Les partis politiques ont en principe une mission de service public, c'est-à-dire l'éducation citoyenne, comme on l'a dit, et la conquête du pouvoir d'État. Maintenant, pour éviter, en tout cas, des financements étrangers avec les corollaires de lobbying, d'ingérence dans les affaires d'État, dans la proposition des idées à promouvoir, bon, l'État, et c'est public, et comme on appelle, c'est légal, a prévu de les subventionner. Maintenant, c'est normal qu'ils reviennent justifier. Parce que l'État veut éviter l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Maintenant, les sanctions qui ont été prises sont justes. Mais est-ce que les autres qu'on dit qu'ils ont justifié là, est-ce qu'ils ont vraiment dans les réalités justifié ça? Parce qu'on sait financièrement comment on justifie. Tu présentes le reçu. Mais est-ce que sur le terrain des enquêtes sont menées? Combien de partis politiques sont gérés par des familles ou bien des groupes d'individus? On donne l'argent et après on voit qu'il n'y a pas comment on appelle, il n'y a pas de bonne gestion. Qu'est-ce que l'État fait? Et moi, c'est pourquoi je pense que j'ai énuméré des choses ici. Je pense qu'il faut assainir le système financier national. Ensuite. Et deuxièmement, il faut renforcer le système d'alerte de la cellule nationale de traitement de l'information financière. Ensuite. On a trop de structures, ensuite, mais ils n'apportent rien. Il faut aussi identifier de façon rigoureuse les membres des bureaux des partis politiques et leurs mouvements financiers. Parce que tout de suite, où l'on parlait de, c'était le maire qui dit qu'il n'y a pas, souvent on vient, on ne sait pas. Il y a des partis politiques dans les sièges, il n'y a personne. ensuite. Pourtant, en recrutant des gens, on crée l'emploi. Maintenant, la dernière des choses, c'est d'identifier aussi rigoureusement les associations, les ONG, les projets et leurs principaux dirigeants et leurs comptes bancaires. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'enrichissent sur la base des partis politiques, mais on voit que le parti ne se porte pas bien. Donc pour moi, il faut vraiment réfléchir sur ces questions pour ne pas que l'État perde assez d'argent. Vous voyez, on parle des cours de compte, il y a la LCE de l'autre côté qui travaille dans le cadre des mêmes corruptions. Merci Dacier. Vous le savez, dans le cadre de ce rapport de la Cour des comptes, deux partis politiques, je vous le disais, ont été sommés de rembourser chacun une vingtaine de millions de francs CFA. Mais dans le secteur du foncier, eh bien, les enquêtes sont menées par des commissions d'enquête parlementaires et puis après, il n'y a pas de suite. Deux nouvelles commissions d'enquête parlementaires viennent d'être créées encore une fois pour mener des enquêtes dans le secteur du foncier rural et du passif de la promotion immobilière. Ces commissions d'enquête ont été créées en cours de semaine par l'Assemblée législative de transition. On regarde et après on revient pour débattre. La proposition de résolution du député Yaya Karambiri, adoptée à l'unanimité des 70 votants du jour, c'est le départ d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière. Encore, une mission parlementaire sur la promotion immobilière au Burkina Faso, s'exclament certains députés. Ce sont des chiffres qui appuient leurs réactions. Le Burkina Faso a déjà mené une première enquête parlementaire sur le foncier urbain en 2016. Elle avait déjà épinglé des pratiques et acteurs foulant aux pieds les règles. Aucune poursuite n'a été faite, seulement 3% des recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. En 2024, le député Yaya Karambiri veut faire autrement. Il n'y aura point de répit, même pour l'exécutif. Et nous voulons vraiment marquer une rupture avec le passé en faisant en sorte que les premiers acteurs qui seront auditionnés, en tout cas dans le cadre de notre travail, soient d'abord la partie gouvernementale.
Voilà, parce que nous pensons que s'il y a eu des problèmes par rapport à la loi de 2008 sur la promotion immobilière, c'est parce que la loi a été votée et que immédiatement l'Assemblée n'a pas suivi la mise en œuvre de la loi. Les députés s'inquiètent de l'opportunité, mais aussi du timing de cette enquête parlementaire en gestation. Elle intervient quelques mois seulement après l'adoption d'une nouvelle loi sur la promotion immobilière. Mais si nous devons attendre longtemps avant de commencer à mener l'enquête parlementaire sur la nouvelle loi, on va se retrouver avec les mêmes problèmes parce que des informations que nous avons, quoique la nouvelle loi interdit la vente de terrains nus, des promoteurs immobiliers s'adonnent actuellement à la vente de terrains nus tout en prenant soin d'antidater les documents. Alors si l'Assemblée ne prend pas ses responsabilités, nous serons des médecins après la mort. Quelqu'un l'a dit, c'est une bombe à retardement. N'attendons pas que la bombe explose avant d'agir. Il y a aussi la nécessité de s'assurer que les décrets d'application de la nouvelle loi de promotion immobilière sont conformes à l'esprit de la loi. Il ne faudrait pas qu'on reste sur nos lauriers et que des gens prennent encore des décrets d'application pour dire les et ou promotion foncière. On n'est pas au courant. Alors que nous avons voté une loi sur la promotion immobilière. On n'a pas dit et ou foncière. Mais après, les gens se réunissent, ils font des ateliers et on prend des décrets d'application pour dire que bon, c'est de la promotion immobilière et ou foncière. On dit non, que c'est la loi qui a dit ça, alors que les députés n'ont absolument pas dit ça. Voilà. Donc nous ne rendons pas complices de certaines situations qui peuvent créer des désagréments à nos concitoyens. Comme dans la promotion immobilière, il y a également des blocages institutionnels dans la gestion du foncier rural. La loi portant un régime du foncier rural, adoptée le 16 juin 2009, a prévu des mécanismes qui ne sont toujours pas mis en œuvre 15 ans après. Les députés ont validé un projet d'enquête parlementaire à ce niveau également. Parce que là, la loi a prévu un certain nombre d'institutions, de procédures qui jusque-là ne sont pas vraiment opérationnelles sur le terrain. Et il reviendra donc à la commission d'enquête parlementaire de pouvoir revenir sur cela et afin d'appeler, sinon d'interpeller le gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées. Des solutions idoines également dans le domaine des projets et programmes financés sur ressources extérieures. Quelle est leur efficacité sur le terrain? La troisième commission d'enquête parlementaire créée a été consacrée à ce volet. Voilà, nous sommes à la dernière ligne droite de cette émission. Nous n'avons plus du tout de temps, on a déjà épuisé notre temps. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes techniques, mais on va aller rapidement. Khalifa Rasséré, encore une commission d'enquête parlementaire sur le foncier, la promotion immobilière. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaire qui avaient été menées tambour battant en 2020 et puis il y a une loi qui a été votée en juin dernier. La question qu'on se pose, est-ce que ce sont des commissions d'enquête parlementaire de plus? On va encore mobiliser de l'argent, des hommes, de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe à l'ALT? Est-ce que les députés s'ennuient peut-être? Peut-être. Ce qui est sûr, quand je découvre tout le temps, chaque jour, des visages nouveaux à l'ALT. Et je me convainc que c'est quelquefois un crime administratif, ou un crime économique, un crime de carrière. Que certains soient là, dans cette ALT-là. Que des gens qui n'ont rien à faire soient là-bas pour le rendement qu'on connaît de l'ALT. Oui, il travaille pour le Burkina Faso. La démocratie, c'est aussi l'efficacité. Ça veut dire que quand vous n'avez un organe qui a une mission et que cet organe ne remplit pas cette mission, il faut continuer pour fluidifier la chaîne de gestion des affaires de l'État. Donc, franchement, je prends le député Karambéré Yaya, qui est une excellente personne. En réalité, ses arguments démontrent lui-même sa propre démarche. Ce qu'il dit là, ça démontre sa démarche. Ce n'est pas une enquête parlementaire qu'il faut. D'abord, l'Assemblée aurait dû exiger un paquet de textes d'application avant d'adopter la loi. La nouvelle loi sur la promotion immobilière. Alors que sans avoir évalué la première, parce qu'en fait, on n'a jamais cherché à mettre en œuvre la première en contrôlant. Et alors, il s'engouffre dans un tunnel sans fond en disant oui, c'est nouveau maintenant, mais ce n'est pas l'ALT, cette ALT-là, qui peut créer une dynamique nouvelle. Donc on laisse
l'exécutif s'organiser et voir ce qui peut être fait. Je crois que ça serait plus simple pour tout le monde. C'est sans méchanceté. Moi, je vois des hommes de grande valeur qui sont là-bas. Vraiment, je dis, ce n'est pas normal. On les rappelle dans leur mission ordinaire, ça serait plus important pour l'État. Athéna Serjoulon, beaucoup de Burkinabés se demandent pourquoi ne pas appliquer les commissions d'enquête parlementaire qui ont été déjà faites. Il y a eu des rapports qui ont été rendus. Il n'y a rien eu. Est-ce que finalement, et c'est la question fondamentale dans cette affaire du foncier et de la promotion immobilière, il ne faudrait pas prendre la décision de dire ce qui s'est passé dans le passé. C'est fini, quelles que soient les irrégularités, maintenant on va repartir à zéro. Parce qu'on ne pourra jamais mettre la lumière sur ce qui s'est passé dans le passé. Tout le monde, pratiquement, pardonnez-moi, a les mains dans la cambouille dans cette histoire. Il faut peut-être mettre un point. Vous avez fait des gaffes, d'accord, on repart sur de nouvelles bases. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? Sinon, finalement, on va avoir peut-être 20, 30, 40 commissions d'enquête parlementaire. Non, je crois que ce n'est pas du rôle d'une assemblée, en tout cas d'un pouvoir législatif, de faire appliquer quoi que ce soit. Son travail, c'est de contrôler ou d'appeler la personne qui applique de venir rendre compte. Et vous l'avez très bien dit, l'enquête parlementaire sur la promotion immobilière, on en a eu en 2020. On a voté une nouvelle loi en juin 2023. Même pas un an, on met en place une commission d'enquête parlementaire. On ne sait pas, c'est pour aller voir quoi exactement. Donc, ça pose des questions, effectivement. Et moi, je crois que c'est peut-être une volonté aussi de montrer autre chose, parce que l'ALT nous a habitués à des votes quasi systématiques, à l'unanimité, au niveau de cet organe législatif de transition. Donc peut-être qu'on a voulu montrer un autre visage en créant des commissions d'enquête parlementaire. Le problème, c'est que ce sont des commissions d'enquête parlementaire qui sont budgétivores. Combien d'argent ça va mobiliser? Non, dans le principe, c'est une très bonne chose. Mais je crois qu'il y a des terrains sur lesquels on les attend. Sur la question de sécurité, on aurait intéressé. Je parle des commissions d'enquête parlementaire dans le secteur du foncier, de la promotion immobilière. Je veux dire qu'on va mobiliser encore de l'argent pour faire des enquêtes parlementaires qui vont servir à quoi? Le suivi, ça fait partie du contrôle de l'action gouvernementale. Disons-le net, ce que je viens d'écouter, c'est du dilatoire. Ce n'est pas plus que ça, c'est du dilatoire. Et il faut dire que c'est tous les spéculateurs fonciers immobiliers qui gagnent en cela. En ce sens, effectivement, que ça retarde encore toute mesure qui aurait pu viser à traquer et à remettre sur les selles la bonne marche dans ce domaine, tel que la dernière loi l'a prise. Je pense que ce qu'il faut, c'est que cette Assemblée nationale, si elle veut de la crédibilité, qu'elle revienne encore sur cette décision et laisser l'exécutif elle peut tout au plus demander qu'il y ait des textes d'application beaucoup plus précis pour ce qui est du passif. Pour ce qui est du passif. Mais là, c'est du dilatoire. On dirait qu'il intervient aujourd'hui au service, effectivement, de tous ces fonciers qui ont spéculé. Et ça, c'est grave. Il faut effectivement que l'autorité jette un coup d'œil effectivement dessus et que l'exécutif prenne ses responsabilités. D'assez bien douté sur cette annonce de création de commission d'enquête parlementaire, une énième commission d'enquête parlementaire sur les affaires de foncier de promotion immobilière. On finit avec vous. Oui, merci. Ce problème d'abord est la conséquence de la décentralisation, puisque les intellectuels ne conçoivent pas. On copie tout. Les Occidentaux étaient venus avec des projets sur la décentralisation. Les gens ont parcellé le pays, créé des communes. C'est la catastrophe. Ça a divisé les familles, tout le monde. Et au Burkina Faso, la réussite, c'est que tu as une parcelle, tu as construit une maison. Et les pillages économiques, il faut reverser dans le foncier. Sinon, sous Zida, la première transition, il y a eu une enquête parlementaire. Mais il y a eu des éléments de la transition qui étaient mêlés. Sous Roch-Marc Christian Kaboré, même chose. Et c'est sous la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré qu'il y a eu même beaucoup de sociétés financières. Le problème, c'est quoi? C'est l'enrichissement illicite, le manque de sources de financement. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On accumule les parcelles, on fait maintenant ce qu'on appelle la spéculation et on oublie le reste. Donc, pour moi, il faut que, quand même, on travaille à créer des entreprises, on travaille en tout cas à avoir une bonne politique de logement, on travaille à régler ces questions foncières. Parce que c'est ça même qui est la source des conflits entre beaucoup d'États aujourd'hui et même à l'intérieur des États. Mais le véritable problème, c'est quoi? Vous voyez maintenant, tous les Burkinabés comprendront pourquoi au début je disais il fallait laisser tomber ces questions de l'ordre constitutionnel normal et gouverner par ordonnance, se donner le temps de régler les problèmes. Finalement, le capitaine Traoré
n'est pas en train de poser les problèmes des Burkinabés sur la table. Il y avait des problèmes dans ce domaine. La justice, l'Assemblée elle-même devait reposer ça sur la table, gérer ces problèmes, tirer des leçons pour aller vers d'autres horizons. Mais si on vient, on fait comme s'il n'y avait pas de problème et on crée encore d'autres commissions qui vont prendre de l'argent, alors que moi je suis là, je veux qu'on construise des bibliothèques pour les enfants, je veux qu'on construise des laboratoires, je veux qu'on donne des bourses. Moi je suis contre. On ne peut pas prendre de l'argent, créer des commissions à tout moment, alors qu'on n'a même pas de bibliothèque. Vous voyez comment c'est ridicule pour nous les Noirs. L'Assemblée législative de transition doit se trouver du travail aussi, peut-être Dacier de Bendouté. Oui, allez-y, Dacier, 30 secondes, et puis Kalifara Séré va clôturer. Allez-y. Oui, du travail, mais il y a déjà du travail, puisqu'il y a déjà des problèmes. C'est sur ces problèmes qu'il faut réfléchir pour aller vers d'autres horizons. Si on crée une nouvelle commission, ils vont prendre de l'argent, aller sur le terrain, produire un nouveau rapport et les autres rapports. Qui va les utiliser? Peut-être qu'ils s'ennuient d'Acier de Bendouté. Kalifara Séré, on termine là-dessus. Je m'excuse de perturber un peu votre police de débat, mais je ne peux pas laisser Dacier conclure en disant que c'est la décentralisation qui a amené ces dérapages-là. La décentralisation est une solution, toujours, universellement, et jamais un problème. Je n'aime pas cette démarche à l'emporte-pièce-là. Ce n'est pas normal. Donc Dacier, je peux lui envoyer des argumentaires pour lui dire que la décentralisation est la solution à nos problèmes. D'accord. On ne va pas créer... Dacier de Bendouté, je vous promets... Oui. Je vous promets que la semaine prochaine, on vous donnera la parole pour répondre. Nous sommes très en retard. Si je suis trop indiscipliné, on va trop me taper sur le doigt. Voilà, on a parlé de l'indiscipline dans l'armée. Je pense que dans notre métier aussi, on a besoin d'un peu de discipline. Je vous promets que la semaine prochaine, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez répondre sur cet aspect-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. On sera à la semaine prochaine. Merci Kalifara Séré, vous avez lancé un pic, mais on va régler ça la semaine prochaine. Merci Athéna Saint-Joulon, merci Nadam Bega, merci. Merci à tous notre équipe de réalisation, à tous nos techniciens qui ont fait tout ce qu'ils peuvent, qui ont fait tous les efforts pour que cette émission puisse aller jusqu'au bout. Merci, félicitations à vous. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais ils ont, croyez-moi, ils ont couru partout, ils ont mis les bouchées doubles pour qu'on puisse aller à la fin de cette émission. Il faut remercier notre équipe de réalisation, nos techniciens pour ce qui s'est passé ce soir. Et encore une fois, toutes nos excuses, ce sont les aléas du direct, mais vous savez que nous avons pris l'habitude d'être à la hauteur de vos exigences et nous comptons maintenir la cadence. Bonsoir, au revoir, puis bon début de semaine à toutes et à tous.